bobine féministe, et je précise, pour avoir eu à travailler sur des témoignages de femmes récemment, qu'il n'y a pas de féminin au mot témoin. Même en essayant de mettre des points et des trucs partout, ça ne marche pas. Les témointes. Témointes. Témoin, actrice, alors on dit actrice. Voilà, actrice, bah oui. Je sais pas, peut-être je me présente très très rapidement, puisque je suis dans une position, on va dire, singulière. Je suis à la fois dans l'histoire de l'objet d'étude et en train de travailler dessus. C'est-à-dire que quand Hélène est venue me trouver, c'est parce qu'elle faisait sa thèse. Tu peux donner l'intitulé exact de ta thèse pour m'éviter de me tromper. Cinéma et vidéo saisis par le féminisme et entre parenthèses, France, 1968-1981. C'était sur la période de l'entre-deux-mers. Donc elle est venue me voir parce que j'étais cœur de cible, comme on dit, et en effet, j'étais à la fois réalisatrice de certaines vidéos féministes et estampillée féministe historique, on va dire comme ça, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'autre, tout en venant du mouvement étudiant et de 68. Ça n'a échappé à personne, on est quand même dans la plus longue commémoration quotidienne et presque harcelante de 68, et c'est pour nous un point. Alors la différence entre Bobine féministe et la thèse d'Hélène, c'est que nous on est parti, c'est vraiment le travail, c'est la nécessité il répond à plusieurs objectifs, mais je voudrais répondre à Jean-Philippe. Le point d'interrogation, oui, c'est citoyen et c'est militant. Et on va certainement parler, vous allez nous questionner, et Claire aussi, sur la manière dont on fonctionne, sur la manière dont on a organisé le site. Mais je voulais d'abord vous parler de l'aspect militant du projet lui-même. C'est un projet militant, d'abord parce qu'effectivement, je disais la différence avec la thèse d'Hélène, c'est qu'on est parti de 1970 parce que les premières apparitions publiques du MLF, c'est 70 et pas 68. Donc dans cette commémoration de 68, et c'était encore pire il y a 10 ans, au moment où le projet est né dans ma tête, c'était de confondre complètement la naissance du MLF et 1968. Alors c'était extrêmement commode il y a 10 ans parce que 68 était beaucoup plus contesté que maintenant. Il y avait, si vous vous souvenez ou pas d'ailleurs, peut-être pas, Sarkozy qui voulait liquider tout l'héritage de 68, et donc évidemment le féminisme c'était formidable. Pour dire que 68 c'était formidable, on disait regardez le mouvement des femmes. Or le mouvement des femmes il est né 2 ans après, et ça compte beaucoup puisqu'il a fallu 2 ans pour arriver à imposer des idées féministes dans un mouvement politique qui n'était pas du tout préparé à ça. Pour aller vite, on peut dire que nos camarades militants étaient prêts à dénoncer tout, mais quand on leur disait qu'eux-mêmes étaient des oppresseurs, là, ça a été la fin du monde. Donc, en effet, pour nous, c'est très important de dater le travail qu'on fait. Il est de 70 à 81. Pourquoi 81 et pas 88 ? Parce qu'à partir du moment où on a arrêté le recueil des archives, non pas à l'élection de François Mitterrand, mais à la nomination d'Yvette Roudy. Parce qu'à partir du moment où on a une femme ministre des droits des femmes à plein titre, on commence à demander de l'argent. Enfin, on n'est plus dans la même démarche militante, donc on a arrêté le projet à ces dates-là. Notre projet, il est politique aussi. Alors, j'ai plutôt tendance à dire politique que militant, mais j'accepte tout à fait militant, puisqu'il prétend agir sur un certain nombre de choses, même s'il est politique. Mais il est politique aussi parce qu'on a voulu documenter l'histoire de ce mouvement, et on est deux. On n'a pas la même histoire, on n'a pas la même position, évidemment, ça se voit. Et moi, j'étais soumise depuis des années à une injonction paradoxale que je vais vous dire telle qu'elle était posée, puisque ça fait vraiment partie de ce qui m'a motivée le plus. Injonction paradoxale, vous n'avez pas transmis, il faut transmettre. En fait, ça tournait en boucle, c'est complètement faux. C'est-à-dire qu'une de mes jeunes amies disait, elles n'ont qu'à lire. C'est-à-dire, on avait publié, on avait fait des films, on avait écrit, on avait raconté,
mais on n'avait pas témoigné. Ça, c'était une idée qui courait comme ça, on n'avait pas témoigné. Et les mêmes, parfois, d'autres, mais souvent les mêmes, disaient arrêtez avec vos vieilleries, arrêtez de nous raconter, alors surtout ne nous racontez pas vos querelles. On veut bien croire que le MLF c'était formidable, mais dire qu'il y avait différentes tendances et que c'était compliqué, alors ça, elle ne voulait pas en entendre parler. Donc comment répondre à une injonction paradoxale comme ça? Les archives, c'est une façon luxueuse de répondre, en fait. Quand je dis luxueuse, parce qu'on a des traces, quand il y a des controverses, des débats, pouvoir montrer des documents d'époque, c'est une façon convaincante et de raconter, ou même de trancher, quand il y a des versions contradictoires. Non, c'est pas à cette date-là, regardez, on a 3 tracts, 5 affiches, parce que les témoignages d'histoire orale sont souvent contradictoires. J'ai l'habitude de dire que c'est pas malveillant, mais quand même, chacune voit midi à sa porte, et elle se trompe de bonne foi. Et nous, on est là, et on dit, voilà, on a des documents. Alors, c'est un travail qui voulait d'emblée aussi redonner à ce mouvement sa dimension plurielle, et le situer, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à 1968, pour bien dire, c'est pas la même chose. Les féministes ont été... Il s'agissait de redonner à ce mouvement sa place singulière, de la manière la plus exacte possible, parce que on peut dire que les féministes ont été calomniées, vilipendées, c'était des hystériques, mal baisées. On a quand même été très forts, parce que quand ils nous ont vraiment bassinés avec mal baisé, on a dit oui, mais par qui ça, on a des traces aussi, évidemment, on a des traces. Alors, calomniées ou encensées, ce qui pose énormément de problèmes aussi, puisque encenser, ça voulait dire c'est formidable ce mouvement, c'est grâce à ce mouvement la liberté sexuelle. Or, si on regarde les archives, on voit très vite que beaucoup de féministes, dès le début du mouvement, ont mis en garde contre cette idée de libération sexuelle qui allait se faire quand même au profit des... Tout était permis aux hommes, et puis nous, on n'avait même plus le droit d'être jalouse, puisque sinon on n'était pas libérés. Donc on voit bien qu'on peut essayer de remettre les choses en place et de... Non, je t'écoute, je bats tes paroles. Je ne suis pas en train de regarder tes notes, Nadia. C'est la surprise pour moi, je ne sais pas ce que Nadia a préparé. Autre chose, sur le projet initial et sur l'aspect militant du projet initial, c'est vrai que je voulais commencer par le fait que c'était un projet militant. On va répondre aux questions, parce que je les ai vraiment tournées dans tous les sens, Claire. Est-ce que c'est des archives comme les autres? Est-ce que c'est des archivistes comme les autres? Et comment on a procédé? On va le faire. Mais je vais même essayer d'aller vite pour qu'on puisse le faire vite. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a dans notre projet... Alors l'injonction paradoxale, c'était moi, c'était pas Hélène, elle n'était pas soumise à la même injonction, donc elle sera parler pour elle. Et on est deux et on avait quand même un objectif, je crois, commun, qui était de montrer que la volonté de changement que portait ce mouvement, que l'utopie que portait ce mouvement, plaçait la barre très haut. Et ça, c'est vraiment une conviction personnelle depuis très longtemps. Montrer qu'on place la barre très haut, c'est quand même donner de l'espoir, c'est donner une énergie particulière aux jeunes à qui on transmet cette histoire. Ne jamais oublier qu'on plaçait la barre haut et que c'est grâce à ça. On n'a pas tout obtenu, tout n'est pas gagné, loin de là, mais ce qu'on a obtenu, je crois que c'est grâce à cette exigence. Donc ça, il s'agissait de le montrer, et les documents, encore une fois, c'est luxueux, puisque on voit que les féministes étaient nombreuses, jeunes et extrêmement drôles, alors que parfois on a une vision plus sévère de tout ça. Alors, des archives comme les autres, très rapidement, je crois qu'Hélène va reprendre la manière dont on a établi, dont on a construit la base. Des archives comme les autres, non, parce que c'est des archives politiques. Et c'est des archives parfois polémiques. Donc comment est-ce qu'on traite, là je mélange un peu les deux questions, je suis désolée. Si, non, c'est très bien. Comment nous, parce que c'est ça, c'est là qu'on a un point de vue en effet difficile à tenir, c'est comment on traite les divergences, comment on s'implique. Je
peux pas faire semblant de ne pas m'impliquer. Voilà. Je suis par ailleurs, j'ai une formation de sociologue et pas d'historienne, mais je suis complètement impliquée. Comment on tranche au vu des archives, le plus souvent possible au vu des archives, et on a un énorme travail d'éditorialisation sur cette plateforme. C'est-à-dire, on prend parti. Mais on prend parti pour dire c'est cette date-là, et nous on dit que c'est cette date-là pour telle raison. Comment on fait ça sans que mon point de vue de l'époque rejaillisse trop sur les autres points de vue, c'est-à-dire comment on restitue, encore une fois, la pluralité des points de vue et du mouvement. C'est là que c'est à chaque fois un choix politique. C'est un choix politique. On peut vous montrer peut-être des documents qui vont montrer ça, mais je pense que depuis le début, et là-dessus on s'est retrouvé avec Hélène, il s'agissait de ne pas tronquer l'histoire à cause d'un point de vue que j'aurais eu à l'époque ou qu'elle aurait aujourd'hui, ne pas tronquer l'histoire et à chaque fois, je sais pas, aller vers le recueil de points de vue qui n'étaient pas les nôtres, mais toujours à partir de la volonté d'éditorialiser et de recueillir des témoignages. Alors là où sur les méthodes, on a introduit quelque chose peu à peu d'ailleurs, parce que c'est l'expérience et on avance en marchant, c'est que je recueille, j'ai demandé de plus en plus, alors c'est moi parce que c'est mes copines, on va le dire comme ça, mais avec l'accord d'Hélène, je recueille de plus en plus de témoignages écrits. Le travail par rapport à l'histoire orale, le travail d'écriture que je demande aux femmes témoins, on va dire comme ça, c'est aussi de vérifier avec nos archives ou avec d'autres, ou dans leur petit carnet d'époque, puisqu'il y en a qui en ont. Mais les archives peuvent les aider. Donc on a des exemples où on lit quelque chose, on trouve quelque chose dans une archive, et puis dans un débat, on dit « Ah oui, mais là, j'ai un exemple particulier, il y avait un hymne des femmes homosexuelles qui était écrit par une féministe, une lesbienne allemande, qui, dans un texte que j'ai trouvé quand j'ai voulu écrire sa bio, parce qu'elle est malheureusement décédée, disait cette chanson, qui est devenue l'hymne européen de toutes les lesbiennes, qui s'appelle Wir sind die homosexuellen Frauen, et elle dit, ce texte, on l'a écrit dans un camp de vacances dans le sud de la France. J'ai pas de date, j'ai pas de lieu. Et c'est le résultat d'une soirée bien arrosée. Voilà. Donc Monica Haeckel dit, bon ça c'est moi qui ai traduit, mais enfin c'était... Mais c'est comme ça qu'elle le dit. Et là, je montre, et je me dis, un jour, quelqu'un va me dire, j'y étais. Première fois. La première fois, on le montre publiquement à un colloque des archives féministes et lesbiennes. Il y a la nièce de Monique Wittig qui me dit, mais moi, j'étais mineure. En plus, c'était terrible, ma mère n'était pas là. Je suis tombée dans les pommes, donc on m'a emmenée à la police. Et puis, on est allé à la police pour dénoncer un harceleur, et j'étais mineure et je n'avais pas le droit d'être là. Et elle me l'a raconté par écrit. Alors maintenant, ça peut continuer comme ça. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas d'arborescence, on a plutôt des rebonds. Ça, on va peut-être y revenir sur la méthode. Sur le fond et sur la politique, si je crois vraiment qu'on insiste sur la nécessité, enfin la possibilité de vérifier les témoignages, et le fait que comme c'est une plateforme numérique et pas un livre, des livres on en a fait, hein, ça permet aussi qu'elle soit évolutive et qu'on puisse corriger. On s'est trompé, on peut se tromper. Je crois que là, tu peux montrer juste notre appel à contribution tout début, si tu veux, sur le projet, parce que je crois quand même qu'il dit beaucoup de choses. Ici. Oui, il est là. Il y a deux manières d'y accéder. Est-ce que vous arrivez à lire? Oui. On va corriger, on va améliorer, on va s'enrichir, on peut se tromper. Vous inquiétez pas. Surtout, on était très nombreuses et après, s'il vous plaît, fouillez vos caves et vos greniers, parce qu'il y en a beaucoup qui déménagent, qui partent en maison. En fait, on est quand même sur une génération vieillissante, donc c'est le moment ou jamais. Après, on vous parlera de la collecte et de tout ça. Pour ce qui est de l'aspect donc politique, la dernière chose que je voulais vous dire, et après on peut répondre aux questions ou vous expliquer comment on a travaillé. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même aussi une sorte d'histoire officielle du MLF, même à l'intérieur des mouvements militants. Il y a des choses qu'on raconte en boucle depuis 40 ans. Et on s'aperçoit avec les archives
qu'il y avait un focus sur quelque chose et qu'on n'a pas, et qu'aujourd'hui, quand on revoit l'événement autrement, on se dit, ah mais quand même, c'était pas comme ça. Je peux vous donner un exemple, parce qu'il est, moi, j'étais absolument épatée de découvrir à quel point on se trompait depuis 40 ans. Puisque au moment des 40 ans du MLF, c'est-à-dire il y a 10 ans, on répétait encore ça. Il y a eu en octobre ou novembre, les États généraux de la femme organisés par elle. Ça, c'est le numéro qui suit les États généraux, mais j'aime trop la photo qu'on a retrouvée. Parce qu'en fouillant dans leurs archives, nos amis nous trouvent des choses. Donc, États généraux organisés par le journal Elle. Le journal Elle organise 3 jours à Versailles, au cours desquels, avant, pour la conférence de presse, je crois, le journal a distribué un questionnaire qui est particulièrement débile. Et depuis 40 ans, un questionnaire en 70, est-ce qu'il y a des questions précises? J'avais essayé de les imprimer, mais j'étais en... J'ai le contre-questionnaire. Oui, mais c'est dedans, le contre-questionnaire, c'est les mêmes questions. Alors, ils ont fait un contre-questionnaire. Sur quel? Question. Quand un homme parle à une femme, doit-il s'adresser à ses seins et à ses jambes? Non, ça c'est le contre. Oui, c'est le contre. Ah oui, tu cherches. Ah oui, non, mais d'accord. Mais j'ai pas celle Oui, d'origine. si, il est dedans. Il est dedans. J'ai pas genre. Avez-vous le sentiment que les femmes, dans leur ensemble, en ce qui concerne leur apparence, vêtements, maquillage, coiffure, et là, maintenant que vous avez consommé, à quelle sauce voulez-vous être consommé? Donc, tout était à peu près de cet acabit. Considérez-vous le mariage comme la vocation profonde de la femme, le moyen indispensable de construire son bonheur, la façon la plus normale de vivre à deux, une formalité superflue quand on aime vraiment, la meilleure façon d'avoir des enfants? Réponse des féministes, le mariage est-il la seule façon d'échapper au célibat, la seule façon d'échapper au célibat ou la seule façon d'échapper au célibat? C'est pas le plus drôle, celui que je préfère, c'est est-ce que vous croyez que les femmes... À votre avis, les femmes sont-elles plus douées, moins douées ou aussi douées que les hommes pour conduire une voiture? Contre-questionnaire, à votre avis, le double chromosome X contient-il ou non les gènes du double débrayage? Donc, comme le questionnaire était, ce que vous venez, on va vite là, un petit peu, et que le contre-questionnaire était très drôle, on le vit depuis 40 ans, et je l'ai encore entendu il y a moins d'un mois à un colloque, une de mes amies qui racontait le MLF et qui disait les États généraux de la femme, c'était des spécialistes, donc on a protégé, elles sont intervenues, elles sont entrées clandestinement, mais il n'était pas sûr. Et en fait, on a les documents de l'INA, beaucoup de choses qui ont été filmées, avec des femmes de tous les milieux, avec des femmes exceptionnelles. Jeannette Lahotte, qui était une syndicaliste de la CFDT, qui était une des rares qu'on était allé voir et qui nous avait énormément aidés. Agnès Varda, qui n'avait pas sa langue dans sa poche. Il y avait énormément, parmi les spécialistes, il y avait sans doute un discours de Chaban-Delmas au début, parce qu'il devait être Premier ministre. Il y avait des choses barbantes, mais les féministes étaient enragées à cause du questionnaire et à cause du fait que tout ça... Et il y avait des femmes absolument de tous les milieux. Il s'est passé des choses extraordinaires. J'ai retrouvé le livre du journaliste de Elle qui avait organisé tout ça, qui s'appelle Jean Mauduit, qui a écrit un bouquin qui raconte tout ça. Et tout d'un coup, avec les archives, je me dis, mais on était des pestes, quoi. On avait raison, voilà, en partie. Mais c'est extrêmement intéressant de dire, voilà, il y a une histoire officielle qui est que c'était tout pourri. Et finalement, c'était intéressant. Mais c'est juste un exemple, si vous voulez, de comment aussi on espère. Alors, moi j'espère, parce que les journalistes, j'en ai jusque-là, vous imaginez depuis le début de 68 le nombre d'offres que j'ai refusées systématiquement de savoir. Moi, l'histoire maintenant je la raconte, je ne sais pas pour vous, faites comme vous voulez, enfin je les oriente. Et en même temps, j'espère bien qu'avec une plateforme comme ça, ils raconteront moins de bêtises, quoi. On peut espérer. On peut espérer. Alors, voilà. Le prochain séminaire, c'est les journalistes consultés. Je suis allée très vite là, mais c'était vraiment pour introduire la dimension militante de ce projet. Après, je ne sais pas par quoi tu veux qu'on entre, Claire, la construction.
Non, mais écoute, je pense que Nadia elle a dit quand même l'essentiel de notre démarche. Il y a des ateliers aussi où le réseau se matérialise. Oui, alors peut-être repréciser aussi le contexte dans lequel on travaille, qui est un contexte effectivement à la fois militant, mais aussi quand même institutionnel universitaire et aussi institutionnel dans la mesure où on travaille avec des institutions patrimoniales, qu'on essaie de rendre de plus en plus matrimoniales aussi, pour que justement les archives, notamment féministes, soient davantage prises en compte, parmi les archives militantes qui elles-mêmes sont déjà peu prises en compte. Donc c'est un projet, du coup, pour répondre en même temps à la question et au point d'interrogation. Oui, bien sûr, notre démarche, elle est militante, mais elle n'est pas que militante, et Nadia l'a dit aussi, elle est évidemment, je dirais, pédagogique, hein, il y a un enjeu de transmission, elle est culturelle, on pourrait dire, dans le sens patrimonial, matrimonial, et elle est évidemment aussi scientifique, la recherche étant ici entendue de manière large et n'étant pas l'apanage simplement des milieux académiques professionnels de la profession, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour nous quand même aussi assez important de repréciser cette articulation. Et d'ailleurs pour nous il y a aussi un sens, je dirais presque justement militant et politique à ça, c'est-à-dire une démarche élargie d'équipes pluridisciplinaires, ne saucissonnant pas en quelque sorte, hein, d'un côté les militants, de l'autre les universitaires, de l'autre d'un autre le monde des archives, d'un autre côté, etc. Donc nous on travaille au contraire tout à fait ensemble, et c'est pour nous absolument essentiel. Et également, bien sûr, là j'insiste dessus, en termes générationnels, c'est évidemment un des enjeux majeurs de ce projet que de travailler dans une perspective, je vais employer des grands mots, mais benjaminienne en quelque sorte, de travail vraiment reliant effectivement une conception, disons, de l'histoire, reliant le passé évidemment aussi au présent, voilà. Donc, et d'ailleurs, si on est si on revendique un peu cette filiation benjaminienne, on peut dire effectivement qu'on est dans notre projet, dans une démarche de brosser effectivement l'histoire à rebours, quoi, en quelque sorte, comme il le dit dans ses thèses sur l'histoire. Alors, tu as bien insisté évidemment sur notre souhait de restituer la dimension plurielle d'un mouvement collectif qui était le mouvement de libération des femmes, cette dimension polyphonique. Et donc, dans notre mise en œuvre de ce travail, ce qui est essentiel, là encore, donc, c'est d'associer de multiples partenaires et d'associer les actrices elles-mêmes et de travailler, donc on a dans le cadre d'ateliers notamment, mais pas strictement d'ateliers, on a travaillé avec des groupes en fait à géométrie variable. On a évidemment, on travaille étroitement individuellement avec les unes et les autres, et puis on a aussi mis en place des petits groupes de travail. On a fait des séances notamment d'annotation de films, qui était l'occasion justement aussi de recueillir des sources orales, mais reliées à des films ou à d'autres sources qu'on partageait ensemble. Donc avec des groupes qui s'étendaient, qui étaient des petits groupes, hein, de 3 à 6 personnes au grand maximum, et puis on a fait des ateliers beaucoup plus collectifs, et on fait des restitutions publiques où il n'y a pas forcément d'interaction immédiate, etc. Donc là, ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on travaille dans cette perspective-là. Donc le recueil d'archives orales que l'on fait dans le contexte de bobines féministes ne suit pas, je dirais, un plan de bataille ou une campagne classique, hein, de collecte d'archives orales. On l'a fait de manière un peu plus, je ne sais pas si je dois dire amateur, militante, ponctuelle, ou en tout cas orientée, on va dire, par rapport à notre projet éditorial. Nadia a insisté là-dessus. C'est vraiment un projet d'éditorialisation, effectivement, des mémoires, les mémoires étant aussi en partie des documents et pas que audiovisuels et pas que sonores, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une manière même de travailler qui était, et on continue de travailler dans ce sens-là, d'essayer de créer des réseaux de sens, des nœuds entre documents, de revenir sur des points saillants pour nous, souvent justement méconnus. Alors ça peut être évidemment de manière assez évidente des événements, mais ça peut être aussi une question plus sur, je ne sais pas moi, les modes d'intervention du mouvement de libération des femmes, ou sur une personnalité, dans la mesure où on voulait donc restituer
histoire je disais, collective du mouvement de libération des femmes et restituer sa nature profondément originale. Donc le fait que ce soit un mouvement, le mouvement de libération des femmes informel, sans carte ni adhésion, sans fondatrice, et redonner leur place aux multiples anonymes qui ont fait le mouvement de libération des femmes et que toi-même à l'époque tu n'as pas forcément connu, et pour cause d'ailleurs entre Paris et la province, région, il y a aussi un travail à mener dans cette direction-là. Il y a un prisme souvent évidemment parisien quand même, il faut bien le dire, contre lequel nous aussi on essaie de lutter, de se déplacer, mais c'est pas très simple, il faut évidemment avoir des relais justement en région, localement, etc. Donc on a essayé donc de restituer, donc tu le disais, l'humour aussi du mouvement, et donc on a évidemment en tête, vous l'aurez compris, non seulement la dimension collective, polyphonique, plurielle, mais aussi cette question de l'inventivité formelle et politique. Et donc c'est aussi à partir de cet angle d'attaque qu'on peut tout à fait revendiquer comme lui-même politique et militant, même s'il y a une dimension historiographique tout à fait défendable à ce prisme-là, évidemment. Et ça veut dire qu'on va collecter aussi des archives par rapport à cet objectif. Donc la plateforme elle-même, elle se veut une plateforme de contextualisation et de valorisation de mémoire, qui en passe beaucoup par des documents matériels, qui sont eux-mêmes présentés. Donc il peut y avoir, donc ça veut dire qu'il y a de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'il y a des films, il y a des archives de la télévision. On travaille avec l'INA, je n'ai pas cité tous nos partenaires, on travaille avec la Bibliothèque nationale de France, avec le CNC pour les archives argentiques, la Bibliothèque Marguerite Durand. La Bibliothèque Marguerite Durand, évidemment, notamment, et c'est l'autre, dans les autres sources évidemment majeures, les sources iconographiques et écrites que l'on trouve essentiellement à la Bibliothèque Marguerite Durand, donc des affiches, des photographies, on en collecte aussi dans des fonds privés nous-mêmes, on a beaucoup d'apports propres en quelque sorte sur la plateforme, des archives écrites bien entendu, des périodiques, etc. Des archives sonores également, des archives de la radio, donc je reviens à l'exemple aussi de l'INA parmi nos partenaires, qui sont le Centre du visuel Simone de Beauvoir, on travaille aussi avec elle sur des fonds vidéo, etc. Donc, dans cette base de données, qui est l'un des éléments, l'un des aspects de cette plateforme, parce qu'il y a une dimension plus de valorisation qui relève plus du web documentaire. Mais je ne rentre pas ici dans les problèmes techniques, pour l'instant en tout cas, que l'on rencontre sur l'articulation entre une logique finalement de base de données et une logique de valorisation éditorialisée et de parcours que nous on voulait eux-mêmes intéressants formellement sur un mode du type web documentaire. Alors l'articulation entre les deux pose problème. Mais en gros, quand même, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que notre but n'est pas de constituer un catalogue d'archives. Donc on n'est pas du tout dans une description archivistique des documents. On travaille sur le volet préservation, conservation, sauvegarde, traitement documentaire avec les institutions professionnelles justement. Donc quand on collecte par exemple nous-mêmes des archives dans le cadre de nos projets, parce qu'on rencontre des gens qui nous confient des choses, etc. Et bien ensuite, nous, le but, c'est évidemment de faire en sorte qu'elles soient déposées dans un lieu où ces documents, ces archives seront bien préservées. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est, certes, de collecter, mais pour enrichir la plateforme. Mais on ne va pas s'arrêter aux quelques documents, par exemple, d'un fonds qu'on mettrait sur la plateforme. Évidemment, quand on tombe sur tout un fonds, on se débrouille pour que tout le fonds soit préservé. On ne va pas nous-mêmes découper, saucissonner la démarche. Mais néanmoins, sur la plateforme, je dirais que c'est l'éditorialisation et la valorisation quand même qui va primer. Donc, c'est un choix, c'est un corpus qui est sélectif. On a à l'heure actuelle à peu près 1200 documents qui sont soit des documents complets, soit, en fait c'est mêlé, soit des fragments, des extraits de documents. Donc on travaille aussi sur des échelles de documents, donc de mémoire, on pourrait dire une granularité variable. Admettons, dans un film, il peut y avoir avant tout une séquence qui nous intéresse pour une question, pour un point qu'on a envie de mettre en évidence et qui constitue pour nous une sorte de nœud sémantique.
qui permettent des rebonds, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Je me tourne vers Nadia. On peut prendre un exemple de nœud. Nous, on appelle ça des nœuds. Ça, c'est notre vocabulaire à nous, hein, c'est pas du tout... on pourrait prendre... en fait, vous comprenez, c'est des affaires d'association. Je sais pas, je prends soit la foire des femmes, soit la grève des femmes. Foire des femmes ou grève des femmes, tu préfères? Foire des femmes. Tu présentes ce que c'est que la foire des femmes, juste pour que, pendant que je cherche. Il y a un groupe du MLF qui s'attachait un peu à organiser un événement chaque année assez public, assez médiatique si possible. Et donc, alors on était complètement folle, hein, on datait jamais. Donc c'est 1973 en fait, c'est le 17 juin 1973. Voilà, parce que le Torchon Brûle, qui est le premier journal du MLF, les premiers numéros, il n'y a pas de pagination, il n'y a pas de date, il n'y a rien. On a du boulot évidemment. Donc la foire des femmes, c'est juste alors une anecdote drôle, là aussi l'histoire officielle et les photos qu'on a depuis longtemps. On a des très belles photos où on voit des femmes assises, très nombreuses. Voilà, on a toutes ces photos où on voit vraiment on voit qu'on était nombreuses, certes, mais on voit quand même surtout parce que les photographes prenaient cet angle-là. On a les photos de toutes les femmes assises. On a aussi, parce que c'est un événement qui a été organisé avec des sketchs. Donc il y a des groupes différents qui avaient fait des sketchs. On en a un qui était particulièrement drôle avec un pastiche des petites filles modèles, des malheurs de Sophie. Je crois. On a retrouvé, c'est ça. Et oui. On a retrouvé la bande son, mais ça ne va pas vous la faire écouter. Mais c'est la bande son d'une répétition. Et tout à coup, on nous confie un film en Super 8 muet. C'est la BNF qui l'a numérisé. Non, c'est moi qui l'ai fait numériser, mais ça c'était il y a même un certain temps. Il y a 10 ans en fait. Bon, ça fait partie des trucs. Alors, la fille qui a fait le film, elle ne l'avait jamais revu. Donc, elle était quand même assez bouleversée. Il y a aussi le retour de ça, c'est que dès qu'elle l'a vu, elle a fouillé dans ses archives et elle m'a confié des photos. Mais là, quand on a vu le début, parce qu'on ne va pas tout vous infliger, c'est très long. Mais quand on a vu le début, ce qui est extrêmement frappant, c'est ça, c'est le type à droite. C'est-à-dire tout d'un coup, on voit qu'on est à la cartoucherie, que c'était un lieu extrêmement mixte, que ces photos de femmes qu'on a l'habitude de voir, elles étaient dans un contexte, les femmes étaient dans cette ambiance qui est quand même, là on est vraiment dans le côté post-68, un peu hippie, et on voit familial, très très mixte en fait. Donc, changement de perspective. Grâce à l'archive, c'est bien, il y avait un contexte. Mais voilà, donc le nœud, ça va être les photos de photographes différentes, la vidéo. Il y avait une brochure magnifique. Tout ça, ça provient donc de fonds différents qu'on a nous-mêmes réunis du coup ici et qui sont en fait des fonds conservés ou pas, pour l'essentiel, mais même pas conservés, que nous-mêmes on a réapportés dans d'institutions différentes d'ailleurs. Mais effectivement, c'est des choses que nous-mêmes on a réunies. Donc là, vous voyez qu'on a essayé de reconstituer quelque chose autour d'un événement qui est la foire des femmes, donc à la cartoucherie de Vincennes, dont on parle par ailleurs extrêmement peu dans les finalement relativement rares écrits historiographiques qui existent aujourd'hui, sur le MLF. Là, c'était une manière de vous montrer un peu comment dans la plateforme, finalement, les choses peuvent se relier et se croiser. On rebondit de document en document de deux manières, soit par le biais d'une indexation qui là du coup va devenir automatique, à part par exemple sur une date, lieu, indexation, sujet par exemple. Vous pouvez rebondir et vous allez trouver tous les documents qui ont été indexés de la même manière. Mais sur chaque fiche, on a par ailleurs fait des associations volontaires. Et donc ici, en l'occurrence, toutes les ressources liées concernent la foire des femmes. Donc ça a été fait manuellement. Et là, on voit donc l'affiche, différentes photos, les rushs Super 8, les rushs sonores, etc. Donc, sur cette plateforme, voilà, on a réuni des choses qui ont de provenance différentes. Et donc, vous voyez que c'est vraiment guidé par une optique éditoriale. Et cette optique éditoriale, elle est bien militante. On l'assume
politique comme telle, même si elle peut être complétée avec les autres dimensions qu'on mentionnait tout à l'heure. Et peut-être du coup, en deux mots avant de donner la parole à la salle, voilà, c'est ça, et à vous, peut-être pour compléter ce que tu disais, donc les archives des mouvements militants, donc on a les archives comme les autres, je pense que pour les archives du mouvement de libération des femmes, il faut quand même préciser que c'est des archives qu'on trouvait heureusement à la bibliothèque Marguerite Durand pour une part depuis sa création. Je vais dire une bêtise alors qu'il y a une grosse flûte, c'est dans les années 30. Je me tourne vers toi, c'est les années 32. C'est 32, voilà, c'est ça, j'avais un doute sur la date exacte. Mais par exemple, sur le mouvement de libération des femmes qui n'existait pas en 1932, ça a été collecté. Il y a eu de la collecte évidemment plus tardivement, il y en a, mais ce fonds encore aujourd'hui est en fait saturé, manque de place. La BMD, c'est connu, grande mobilisation récente, il faut rester très vigilant et vigilante, et donc création d'une association Archives du féminisme par Christine Barr au début des années 2000 pour réunir et pouvoir accepter des fonds d'archives féministes qui auraient été sinon perdus parce que la BMD ne pouvait pas les accueillir faute de place. Et donc, sous l'impulsion d'Archives du féminisme et de Christine Barr, a été créé le Centre des archives du féminisme à Angers, qui est un fonds spécialisé de la Bibliothèque universitaire d'Angers, qui lui a encore de la place et continue d'accueillir aussi beaucoup de choses. Alors, on travaille aussi avec la BDIC, c'est une coordination en fait, de lieux archives du féminisme qui peuvent accueillir des archives féministes. Le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir est aussi partenaire. Donc nous, on travaille évidemment avec les archives du féminisme, et c'est tout ça pour dire que les archives du mouvement de libération des femmes doivent elles-mêmes faire l'objet d'une collecte volontaire, volontariste, dirais-je. Il y a une prospection qui est absolument nécessaire, et ces fonds ne sont pas toujours faciles encore aujourd'hui à collecter, pour des raisons évidentes de disparition, maintenant hélas aussi de plus en plus de militantes, parce que les archives militantes sont quand même très fragiles. Il y a beaucoup d'éphémères quand même dans ces archives, en tout cas pour le mouvement de libération des femmes, en raison aussi de ces modes d'expression et d'intervention. Il y a une difficulté, il n'y a pas tant de traces que cela, il y a une difficulté à les collecter, et aussi liée aux supports eux-mêmes justement qu'il faut réunir, puisque notamment justement les documents audiovisuels, la vidéo légère en particulier, le Super 8, sont des sources majeures pour restituer cette histoire, ont été beaucoup appropriés quand même par ce mouvement, et sont eux-mêmes extrêmement dispersés. Donc c'est des archives qu'il faut vraiment réunir et continuer à réunir, avec d'autres difficultés liées à l'anonymat aussi d'un certain nombre de groupes, etc. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à ce qu'a dit Tatiana, c'est que on sollicite des témoignages écrits, mais on fait aussi des entretiens filmés. Hélène avait commencé dans le cadre d'Archives du féminisme, c'est pour ça que j'y pense. Donc on a continué. Alors, comme on travaille beaucoup avant, c'est-à-dire que quand les femmes se trompent, on se permet aussi, là aussi, c'est un choix politique de dire non, c'est pas cette année-là, ah tu crois, elles réfléchissent, elles ont autre chose qui leur vient en tête. Et le problème, c'est les choses qui ont été tournées il y a un certain temps, et quand il y a des erreurs, là c'est une vraie difficulté. Comment on va faire apparaître que ce qui est dit est faux? Ouais. C'est faux, c'est tout. C'est quelqu'un qui va nous mettre la foire des femmes en 74 en confondant avec la grève des femmes. On a failli vous le montrer. Comment on va l'indiquer? Ça, on n'a pas encore, mais c'est pour moi un vrai souci, parce que c'est vrai que j'ai dans cette aventure un souci de rigueur. Et du coup, pour l'instant, notre démarche est quand même d'indiquer effectivement les erreurs et de ne pas laisser, surtout pas laisser un entretien brut ou avec des éléments dont on sait que factuellement ils sont faux. On ne parle pas ici d'interprétation, on parle vraiment de problèmes factuels. Formellement, ça se passe comment quand vous, sur le site? Comment vous le... Là, pour l'instant, dans ce qui est en ligne tout de suite, on n'a pas d'exemple, mais dans d'autres montages, tout simplement, on ajoute, on crée en fait, un montage qui insère la correction, notamment à l'écrit, on tape, on corrige, attention, on annote. En fait, nous, ce qu'on voudrait, évidemment, et ça fait partie des problèmes techniques majeurs qu'on a sur l'audiovisuel, on voudrait pouvoir intégrer des logiciels d'annotation intrafilmique et pouvoir rebondir, pointer des choses, des annotations, des
polémiques historiographiques ou militantes, retracer ça, des controverses, et techniquement jusqu'à présent, on ne le peut pas. Donc, par rapport à notre base telle qu'elle est, la seule solution que l'on ait, c'est soit, donc la version hard, c'est caviarder le passage qui est faux, soit si c'est juste une date, une petite erreur, etc. Et donc on assume la première hypothèse, donc c'est pas mal de la censure de fait, mais en réalité on ne veut pas laisser de la diffamation. Quand une erreur, quand c'est de la diffamation, moi je... Alors ça c'est encore autre chose. Oui, non mais là je parle pas de diffamation, je parlais vraiment d'erreur... C'est là qu'on voit que les outils de diffusion et de sinon on ajoute publication, d'éditorialisation qu'on a, qui sont souvent des blogs, il faut reconnaître que ça va pas, ou alors des logiciels d'archives, sont fabriqués comme si ce qu'on y mettait était du bronze sur les certains et que la vérité était là. Et qu'en fait, ils n'ont jamais prévu le cas de... Oui, c'est comme si c'était une extension esthétique de données qu'on retire de la base brute. C'est en droite ligne finalement de tous nos outils de publication. C'est comme les journaux, c'est comme la télé. Sur le moment, on ne peut pas savoir. C'est après, éventuellement, dans d'autres articles plus loin, qu'on dira qu'il y avait une erreur. Et sur le moment, si on retrouve ça... Non, mais entre crochets. Oui, voilà. Si le témoin se trompe, on met entre crochets la bonne information. La transcription. Dans le résumé analytique détaillé, alors il faut que ça apparaisse dans le résumé analytique détaillé, mais... Oui, voilà, oui. Les méthodes de... Parce que de toute façon, c'est aussi intéressant, voilà... Ça, c'est l'histoire personnelle de chacun, chacune. Mais on met que la bonne information, c'est celle entre crochets. Et déjà, tout ce qui est factuel, c'est plus simple, si je peux dire. Soit vous faites le fameux rebond qui, par exemple, va faire un rebond sur une affiche où on voit la date, je prends le cas de la date, ou bien à ce moment-là, il y a un insert. Là, pour l'instant... Avec l'information brute, où il y a un mot-clé qui s'affiche. Non, mais là, le problème, c'est... Le 17 juin 1900. Le problème, c'est que les rebonds, quand c'est au sein d'un témoignage et au sein d'un document audiovisuel, on ne peut pas les faire de manière intrafinique à l'heure actuelle. Donc, dans ces conditions, nous, on prépare en amont un montage où simplement on retape dessus, c'est-à-dire ça apparaît sur l'image, au moment où la personne parle, c'est un insert. Mais du coup, on transforme effectivement le document, c'est-à-dire qu'on assume, d'ailleurs on l'assume en fait, qu'en ligne, on ne met rien en fait, entre guillemets, de brut. Mais si je peux me permettre, il y a bien assez d'erreurs qu'on n'aura pas vues. Donc autant corriger celles qu'on voit. Tout ce qui est factuel, c'est pas ça que sera le problème. Le reste... Après, sur l'interprétation, sur les visions, ce qui compte pour nous, c'est au maximum d'essayer justement de restituer des pluralités de points de vue et donc de proposer finalement plusieurs témoignages ou plusieurs documents qui vont se compléter. Donc c'est justement pour ça qu'on travaille vraiment sur les nœuds et qu'on préfère mettre l'accent là-dessus. Et c'est quelque chose que vous avez en commun, puisque c'est exactement votre démarche aussi, de la pluralité des acteurs et des... Ah bah oui, enfin j'y ai repensé au fur et à mesure que vous parlez. Enfin, le principe, oui, de base, c'est de croiser les sources, de toute façon, quel que soit finalement le sujet, les supports. Il n'y a qu'en croisant qu'on peut essayer, en tout cas, de s'approcher. À mon avis, ça va au-delà des sources. Ça va au-delà des sources. Enfin, c'est vrai que nos trois configurations sont assez similaires. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas le service d'archives d'un mouvement féministe, les pétroleuses tendances de classe ou les schémas. On n'est pas le mouvement d'archives, le centre d'archives de l'Association des Marocains de France. On n'est pas le service d'archives de l'UNEF-ID, de l'UNEF Renouveau, de l'UNEF Solidarité étudiante ou je ne sais pas quoi. Donc, on est obligé d'être pluraliste. Puisque, alors c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même qu'on pose encore cette histoire de militants et de citoyens. Moi, quand je disais citoyen, c'était pas pour dire qu'on n'était pas militant, mais on est déjà militant simplement dans le fait de vouloir faire que nos objets soient reconnus comme légitimes. C'est-à-dire que le mouvement des immigrés a une histoire, il faut la connaître, ses archives, il faut les préserver. Pareil pour les étudiants, pareil pour les femmes, et c'est en ça qu'on est militant. Mais même pour reprendre ta présentation, tu as parlé de querelle. Hein,
un moment en disant on ne rentre pas dans les querelles. Et pourtant, les querelles, c'est ce qui fait le cœur du militantisme. J'ai pas dit qu'on rentrait pas. Non. Si, tu as dit un truc comme ça, qu'il fallait. Bon, moi, on t'a dit, non, ne parle pas de ce qu'il fasse. Ah voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est l'inverse. Oui, mais alors, comment vous gérez? Moi, j'ai sauté une étape, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on essaye de ne pas trop rentrer dans les querelles et de ne pas faire qu'on soit pris dans à tel mouvement, est-ce qu'un tel a bien fait de ne pas aller à la coordination, ou d'y aller, ou de ne pas y aller, ou de machin, parce qu'on s'en fout en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait déjà des sources pour qu'après on puisse avoir cette discussion-là. C'est-à-dire que tu ne rentres pas dans l'analyse politique et historique d'une conjoncture. Bah oui. Tu donnes pas ton avis. Oui, non, mais ça, nous non plus, a priori. On donne Après, des éléments qui permettent d'en comprendre les enjeux. C'est pour ça que moi je parle plus de citoyen que de militant. Parce que quand on dit militant, on dit il était militant pourquoi? Alors tu es militant pour un mouvement étudiant démocratique. Oui, mais alors, et peut-être il y a une différence quand même quand il s'agit du mouvement des étudiants ou du mouvement des femmes, quoique. La question de la libération, quoi. C'est-à-dire que nous, on est féministes, quoi. C'est clair, on est féministes toutes les deux. Tu vois, donc en ce sens-là. Mais oui, on peut être féministe. C'est peut-être moins. On peut être féministe mixte. Tu peux soutenir les étudiants encore. Non mixte. Est-ce que réunion mixte, est-ce que réunion non mixte? Enfin, il y a bien un pluralisme. Après, il y a des orientations différentes, bien sûr, dans le mouvement de libération des femmes. C'est ce que je veux dire quand on dit qu'on n'est pas le mouvement féministe. Mais on va les chercher. C'est-à-dire, en effet. Quand on a commencé la notation intraféminique, à chaque fois que je voyais ce que tu appelles lutte de classe à l'écran, je disais « Ah, ça c'est lutte de classe », mais je ne sais pas lesquelles. Je les connaissais tout simplement, personnellement, beaucoup d'entre elles, mais la différence entre les filles des cahiers du féminisme, rouge, ça doit être la même chose d'ailleurs, ou le cercle des pétroleuses, je ne savais pas. Et donc, au lieu de dire je ne sais pas et je me contente de ce que je sais, on est allé les chercher, on a fait un groupe de travail avec elles, et je leur ai demandé même des textes qui avaient été écrits sur ce courant, et évidemment, on l'intègre pour qu'elles y soient présentes, avec les divergences qu'il y a pu y avoir, mais qui sont à ce moment-là dans les textes, dans les témoignages. C'est-à-dire, on a récemment, j'ai eu, parce que malheureusement elle est décédée, à travailler sur le témoignage d'une de nos amies, et elle racontait comment elle voyait les autres et comment les femmes. C'est ça qui fait la richesse, évidemment, de cette confrontation restituée, finalement. Oui, voilà. C'est pas toujours sans poser problème, parce que nous, j'ai pas. Peu importe qui, mais du coup, autant nous, on a une démarche, je rejoins complètement ce que tu viens de dire. Mais il y a un impact aussi parfois parce que entre témoins, si un tel sait qu'un tel intervient, alors il ne voudra pas venir parce qu'il ne s'entend pas avec, mais d'abord ils ne sont pas d'accord. Enfin, bon. Donc il y a forcément, il peut y avoir un impact direct où on veut être le plus extérieur possible, mais bon, quand même, il faut gérer ça. Voilà, gérer un peu les personnalités. Voilà. Sinon, j'avais une toute petite remarque, une toute petite question par rapport à. J'ai pas bien compris. En fait, les annotations de films que vous faites, c'est des ateliers. Alors là, c'est pas sur la plateforme parce que précisément techniquement, c'est pas quelque chose qui est résolu. Il existe par ailleurs. Et ensuite, en fait, c'est indépendant. Il y a des logiciels. Il existe des logiciels d'annotation de films qui nous permettent donc de les découper, de les annoter, de faire des commentaires, de travailler sur les timelines, etc., de mettre des mots-clés. Mais toutes ces données, jusqu'à présent, elles ne peuvent pas, en gros, être réinjectées dans notre base de données et correctement. Voilà. Donc, on a travaillé avec notamment l'IRI, l'Institut de recherche et d'innovation, et à la BNF, dans le cadre d'un partenariat qui était du consortium Cinécast. Mais tous ces éléments que l'on a collectés à ce moment-là, aujourd'hui, on est obligé de les récupérer de manière manuelle pour les réinjecter dans notre base. Ça, c'est parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de structuration de données et de logiciels qui permettent, on travaille avec Claire, de l'insérer directement. La fonctionnalité de commentaires, par exemple. Alors, on a, j'allais le montrer tout à l'heure, mais c'est basique. On a ça dans Odysséo, lui. Donc, peut utiliser basiquement, on a ça. On a ça. Ah oui, donc, on a ça, mais ça, donc c'est page, fiche par fiche, document par document.
Donc ça pourrait être un film complet, par exemple, ou un extrait d'un film complet, parce qu'on travaille sur 2 échelles, telle que la base, la plateforme est agencée, mais concrètement, ça ne sera pas pointé vers un morceau de film. C'est pas de l'annotation intrafilmique, c'est une manière de nous laisser un message, un commentaire, et qu'on essaie de retravailler pour améliorer l'éditorialisation. Mais on n'a pas plus à l'heure actuelle, sachant, et après je vais vous laisser la parole, juste sachant que pour nous, la question des archives, aujourd'hui, je dirais que le plus gros problème pour nous n'est pas, une fois qu'on les a retrouvées, de réussir à sauvegarder des archives des années 70, d'ailleurs, quel que soit le support. Notre problème est aujourd'hui de sauvegarder le boulot qu'on est en train de faire. Numérique et les liens, c'est ça le problème aujourd'hui. Pierre Bouligné, je suis en mission d'observation du comité d'histoire du ministère de la Culture. Et je suis aussi membre du GERM, du groupe d'études et de recherche sur les mouvements étudiants, qui est le cousin de la branche recherche. Jargon. Voilà. Et j'ai écrit quelques bouquins sur les étudiants à Paris au XIXe siècle. Je travaille sur l'entre-deux-guerres. Pour me situer et pour situer ma question, parce que je crois que on peut dire que de même, on peut dire que les jeunes n'existaient pas. La catégorie les jeunes, il y a des jeunes et puis il y a des catégories de jeunes. Il y a aussi, on peut dire aussi que les femmes n'existent pas dans le même sens. C'est-à-dire que quand on dit les femmes, la question qui suit, c'est toujours de quel milieu, voilà. Donc comment vous situez l'histoire du féminisme dans l'histoire des femmes, qui a donné lieu à des bouquins, à des recherches, et notamment comment vous réglez la question des milieux auxquels appartiennent les femmes et qui peuvent être antagonistes et différents. Alors peut-être que c'est pas votre problème et que... Non, déjà la question des femmes, vous dites qu'il y a eu des livres et des publications, beaucoup après l'émergence des mouvements de libération des femmes. Moi, j'ai participé au tout premier séminaire quand Michel Perrault est arrivé. Michel travaillait sur l'histoire ouvrière et en tant que féministe, on a eu des grands débats avec elle pour lui dire « Ah mais non, c'est pas seulement qu'il faut ajouter les femmes à l'histoire officielle, c'est que ça bouleverse complètement l'image, ça bouleverse la compréhension de l'histoire. » Donc on a avancé avec elle et les publications, elles sont ultérieures, c'est-à-dire que la plupart des femmes qui ont travaillé étaient dans des groupes féministes. Donc voilà. Quant à le mouvement féministe était quand même beaucoup plus mixte socialement que le mouvement étudiant, je crois, parce qu'il y avait un mélange de générations beaucoup plus grand. Il y avait beaucoup de femmes de tous les âges qui avaient des histoires très différentes, qui venaient un peu partout en province, avec des régions. Moi, j'ai travaillé sur donc avant, ça alimente aussi notre réflexion. J'avais travaillé sur un questionnaire qu'on avait envoyé à 200 femmes. On a eu plus de 120 réponses, qui est quand même un bon taux de réponse. Questionnaire sur l'histoire familiale, enfin, d'où venait-elle, et on a vu que c'était beaucoup plus divers que ce qu'on racontait, ce qu'on imaginait. Donc là aussi, on pourra réinjecter les résultats de cette étude, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de femmes qui étaient plus âgées, qui travaillaient, enfin, moi j'ai l'habitude de raconter que la plus jeune avait 16 ans et la plus âgée était grand-mère, et on avait son petit-fils dans les pattes. Voilà, elle vient de mourir à 92 ans et la plus jeune de l'époque avait 16 ans. Donc la variété des âges et des milieux culturels est beaucoup plus grande, je crois, que dans le mouvement étudiant. Quant à la question des femmes, non, le sujet c'est les féministes en effet. C'est le mouvement. C'est le mouvement militant, mais aussi de culturel, ces pratiques artistiques, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est le mouvement. Et les féministes en sont des actrices. Alors on peut dire les féministes, les féminismes. C'est pas l'histoire du mouvement dans le milieu des femmes ou du milieu global, c'est aussi votre affaire. Oui, mais en un sens, là, on pourrait dire des hommes aussi. Là pour le coup, je sais pas, là, c'est vraiment, c'est vraiment le prisme politique, justement. C'est pas
Là, on n'est pas dans une approche d'histoire des femmes ou aujourd'hui d'histoire du genre, quoi. C'est pas non. Finalement, évidemment que c'est lié, évidemment qu'il y a des méthodologies mais ça a été très très vite, hein, parce que moi je me souviens en 72 d'avoir vu un commerçant dans la rue tenir sa femme et jouer avec elle et dire en 72, depuis qu'il y a le MLF on ne les tient plus. Donc il y avait eu une médiatisation suffisante pour que ça soit entré comme une réflexion dans des milieux très très divers. Sur c'est justement segmentation de population et ces dialectiques finalement à l'intérieur d'une problématique. Je me demande, moi, parce que comme je suis chercheuse et je fais des mémoires aussi, et je sais bien qu'en recherche, on doit découper un objet avec un grain très fin, parce qu'il faut écrire dessus, il faut l'étudier à fond. Et donc, on peut pas la phrase qu'on entend toujours, ou qu'on dit toujours aux doctorants, c'est « Mais tu ne peux pas tout faire, tu ne peux pas travailler sur tout, découpe, resserre, resserre, resserre. » Et donc, on resserre. Donc, on va travailler sur les ouvriers maghrébins dans les usines Renault de telle période à telle période. Et quand on fait des mémoires, c'est chronophage, mais c'est pas chronophage pareil. Et on découpe, en fait, on essaye, enfin on a souvent envie de découper un morceau de vie, j'allais dire de la vraie un morceau de la vraie vie, dans lequel on va essayer d'essayer de se rapprocher du réel si c'est possible. On ne l'atteindra jamais, c'est une utopie, etc. Mais on convoque souvent des gens très différents. Et du coup, on n'a pas du tout le même découpage et on ne va pas avoir les oppositions sociologiques traditionnelles d'une étude. Ou moi c'est encore une autre approche. Les découpages anthropologiques par origine ethnique. C'est quelque chose que je ne peux pas faire quand je fais des mémoires. C'est obligatoirement transethnique, multiethnique et aussi en lignée, c'est-à-dire de façon avec multi-âge, parce que c'est pas le même exercice. Là où, en tant que chercheur, on ne pourrait pas exploiter ça de cette façon-là, parce qu'il faudrait après contextualiser trop de choses. Mais justement, c'est un autre exercice complémentaire dont les chercheurs peuvent éventuellement, s'ils le souhaitent, s'emparer un peu même si ce n'est pas toujours la vocation, s'emparer d'une partie. Mais sur la totalité, c'est un autre genre que le travail scientifique, me semble-t-il. Je voudrais, puisqu'on a fait un tour de table, on voit un peu les intérêts les uns et des autres, revenir sur une idée qu'avait lancée Johanna quand on avait réfléchi sur cette séance, disant que les expériences de ces archives archivorales et travaux militants pourrait faire l'objet de rapprochement, de mise en commun d'expériences, de mise en commun de méthodes, et aussi de comparaison, hein, évidemment, comme toujours. Tu peux nous faire une conclusion, savoir si ça vous paraît un objet légitime pour être partagé. Pour être partagé, et peut-être si on pourrait plus que partager des vives voix lors des séminaires ou journées d'études, si on pourrait même envisager à créer un portail commun de toutes ces différentes mémoires féministes, immigrés, étudiants, comme par exemple les seuls projets européens, c'est le Social Portal, comment ça s'appelle? Oui, portail social, oui, européen, mais est-ce que c'est... Je ne me souviens plus, mais bon, de toute façon, il y a un portail au niveau européen. Est-ce qu'on pourrait envisager un truc militant dans ce cas-là, ou un peu plus, je ne sais pas si ça serait militant ou pas militant, mais vraiment quelque chose que ça pourrait vraiment articuler, converger différentes mémoires. Exactement, parce que sinon, si chacune... Voilà, mais après, hein, c'est pour ça, oui, mais bon, ça, je pense que ça, on ne peut pas le faire avec nos moyens de bord militants. Mais bon, si ça pourrait, c'est juste comme ça pour vous laisser réfléchir, si vous avez déjà envie. Et après, on verra comment on pourrait les voir ou pas concrètement. Voilà. Oui, j'aurais une question par rapport au partage avec les différents partenaires. Est-ce que par exemple vous travaillez avec le CLEF à Lyon? Est-ce qu'il y a des échanges d'archives? S'il y a des échanges d'archives, est-ce que c'est matériel ou simplement des liens qui ramènent sur votre... Comment en fait vous gérez le partage des informations? C'est-à-dire que les filles du CLEF, quand elles ont fait des photos, c'est plutôt des archives... c'est des images qu'on leur a demandé pour l'instant, à travers les liens personnels.
On sait qu'il y a un problème sur la province, comme disait Hélène avec les guillemets tout à l'heure. On a beaucoup d'images qui viennent de la bibliothèque Marguerite Durand à travers les affiches, donc on sait qu'il faudra un moment documenter tout ça, et évidemment, c'est les partenaires, en plus les filles de Lyon, elles sont formidables parce qu'elles ne sont pas anti-Paris. Alors que on ne peut pas avoir. Parce que vous avez il y a des bon, c'est encore des Paris, résistances, des résistances. Alors qu'avec Lyon, on a toujours fait énormément de choses et voilà, on les connaît bien. Enfin, mais non seulement c'est chronophage, mais en fait, on est deux. Oui, voilà, c'est pour ça en fait, il faut vous dire quelque chose. On est un peu C'est débordés par vraiment la du situation. militant. C'est-à-dire que vous avez soit vous avez trouvé et avec un budget éventuellement vous numérisez, vous leur envoyez le document quand c'est un particulier, une particulière, quand c'est avec une institution, vous leur avez fait identifier le fonds, mais c'est eux qui vont le prendre en charge, mettons la numérisation, et ensuite vous utilisez le document numérisé dans votre portail, etc. C'est ça le mode de fonctionnement. Alors c'est effectivement très... C'est scénario, bien entendu. Il y a plein de scénarios possibles, c'est ça en fait. C'est que, évidemment, il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est est-ce que c'est déjà dans une institution publique ou bien privée, là qu'importe, est-ce que c'est déjà conservé bien quelque part, est-ce que c'est un document du coup qu'on a repéré et qui nous intéresserait pour la plateforme à mettre en lien. Auquel cas, là, c'est relativement simple, soit c'est déjà numérisé et on met en place un partenariat et on obtient relativement facilement des documents numérisés comme ça a été le cas, soit il faut le faire nous-mêmes. Si l'institution ne l'a pas fait elle-même, là ça devient plus compliqué parce qu'on ne peut pas sortir le document comme ça. Donc heureusement, avec la bibliothèque Marguerite Durand par exemple, on a scanné énormément de documents sur place. Donc on a, voilà. Quand il s'agit de l'audiovisuel, donc la question du support, c'est une deuxième problématique. Quand il s'agit donc par exemple, d'une vidéo cette fois-ci que l'on retrouve, parce que l'alternative, c'est si c'est pas déjà dans une première question, c'est est-ce que c'est dans une institution déjà, ou est-ce que c'est nous qui le retrouvons et qui devons le traiter et du coup essayer que cela rejoigne d'autres institutions. Donc là, il y a négociation aussi, déjà pour que ça rejoigne une autre institution. Si, et là, la question du support commence à rentrer en ligne de jeu. S'il s'agit de vidéos, par exemple, évidemment, nos partenariats notre partenariat avec la vidéo, c'est très simple. C'est effectivement la Bibliothèque nationale de France, le département de l'audiovisuel. La numérisation est assurée par vous et on récupère le document et dans ces conditions, on peut l'insérer facilement. Et puis, il y a ensuite un autre niveau qui est celui du traitement. Si c'est un document qui a déjà été, qui est déjà conservé quelque part, il aura été traité à minima, mais nous on va rapporter de nouveaux éléments sûrement par rapport à l'indexation, la description, etc. Et donc on va essayer d'enrichir les catalogues, mais de manière générale, on essaie que tous les éléments profitent à tout le monde, en quelque sorte, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire à l'institution patrimoniale et puis au plus grand public sur la plateforme, on va dire, qu'il s'agisse du coup de la numérisation. Sinon on a numérisé quelque chose, on va évidemment le transmettre aussi. Donc on numérise beaucoup de choses nous-mêmes. Quand on récupère un fonds d'archives écrites par exemple, c'est nous qui numérisons à l'heure actuelle. On a extrêmement peu de partenariats, de numérisation avec d'autres. On a très très peu de financement. Moi j'en ai un petit peu par l'université. De temps en temps j'arrive à en obtenir en tant qu'universitaire, mais pas comme ça. Donc là à ce moment-là, en tout cas, on travaille à ce que les éléments numérisés et les archives physiques soient bien conservés dans une institution et en même temps que tous les éléments documentaires soient transmis, échangés, etc. Je ne sais pas si là je réponds, mais c'est que des cas particuliers d'une certaine manière, parce que c'est à la fois, je le répète, en termes de où se trouve le fond en fait, sur lequel on travaille, quel est son support, et donc quel est le traitement que ça va pouvoir, qui sera nécessaire aussi bien physique que documentaire. Tout ça est assez compliqué. Avec une ampleur considérable parfois. C'est hyper conséquent. Parce que vous restez à l'endroit où il est en fait, excusez-moi.
l'élément numérisé, s'il est à Angers, il peut rester à Angers. Ah ben non, mais le numérique, on va pas piquer un fichier, on va piquer un fichier. C'est simple, ça. C'est à la question. Ben non, mais bien sûr, on les double. Ah ben si c'est déjà numérisé, on prend, c'est génial. Mais ça, c'est le cas de figure super simple. Si ça a été numérisé par on a dépassé de beaucoup. Le mot de la fin, Nadia. Oui, oui, simplement, si tu veux, en voyant Odysséo tout à l'heure, tu penses bien qu'on avait des yeux de tous les côtés et qu'on voyait tous les documents des années 70 concernant les femmes. Et que je te disais, ça nous intéresse. Donc il ne s'agit pas de les prendre pour se les approprier, mais de faire des renvois. Quant aux féministes des années 70, elles étaient pour beaucoup pour certaines étudiantes. C'est pour ça que je vais revenir. Pour un autre comment concrétiser ça là? Exactement. Pour moi, c'est simplement réfléchir. Exactement. Cela dit, pour moi, il faudra traiter la question des erreurs. Tout à fait. Mais moi, j'aime bien les erreurs. Parce que, je vous propose que nous en fassions une séance. Exactement. Comment traiter les erreurs? Comment traiter les erreurs? Génial. Voilà. Moi, je pense qu'on va faire ça. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux. Je crois que certains, je vais les recontacter. On les retrouvera ici pour parler de leurs travaux. Et je vous remercie de votre présence et de votre intérêt. De votre patience, malgré.